Qui regarde au dehors rêve, qui regarde au dedans s'éveille. Carl Jung. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le bonheur semble vous échapper entre les doigts, même lorsque vous avez atteint tout ce que vous désiriez? Vous êtes-vous déjà interrogé sur la raison pour laquelle certaines personnes trouvent de la joie dans les choses les plus simples, tandis que d'autres accumulent les réussites et demeurent vides? Ou peut-être avez-vous réfléchi à la manière dont certaines personnes semblent rayonner une joie qui vient de l'intérieur, indépendamment des circonstances extérieures? Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi la quête incessante du bonheur nous en éloigne souvent. Vous découvrirez comment la véritable joie émerge lorsque nous cessons de la poursuivre comme un objet extérieur. Et vous reconnaîtrez les schémas inconscients qui sabotent votre capacité à ressentir une plénitude authentique. Vous apprendrez à regarder en vous et à trouver la source inépuisable de joie qui a toujours été là. Ce que vous cherchez à l'extérieur a toujours sommeillé en vous. Il existe un secret ancestral sur le bonheur que Carl Jung a révélé dans son œuvre, quelque chose de si contre-intuitif que cela défie tout ce qui nous a été enseigné sur la manière d'être heureux. C'est une vérité que beaucoup soupçonnent, mais peu ont le courage d'accepter pleinement, et elle transforme complètement notre relation au bonheur. Tout au long de ce voyage, nous explorerons des portails de conscience qui révèlent des chemins peu fréquentés vers une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir la surprenante révélation sur ce qui se passe réellement lorsque nous cessons de poursuivre le bonheur comme un but. Commençons. La plupart d'entre nous avons été élevés en croyant que le bonheur est quelque chose à atteindre, à conquérir, à poursuivre. Un état futur qui dépend de conditions extérieures, une récompense pour avoir fait les choses justes. Mais la psychologie des profondeurs de Jung nous invite à remettre en question cette prémisse fondamentale. Imaginez quelqu'un qui consacre toute sa vie à accumuler les conditions supposées nécessaires pour être heureux. Plus d'argent, une meilleure apparence, la reconnaissance sociale, des relations parfaites. Cette personne court d'objectif en objectif, pensant toujours « quand j'aurai ça, je serai heureux ». Elle atteint un but, ressent une brève satisfaction et son regard se fixe aussitôt sur le prochain horizon. Il manque encore quelque chose. La sensation de vide revient, plus subtile, plus perturbante. Connaissez-vous cette sensation? Ce report incessant de la joie à un moment futur qui n'arrive jamais pleinement. Le paradoxe que Jung a découvert est que cette quête elle-même, ce report constant du bonheur à un moment où les conditions seraient parfaites, est précisément ce qui nous empêche de l'expérimenter au présent. Plus nous poursuivons le bonheur comme un objet, plus il s'éloigne. La véritable joie n'est pas quelque chose à atteindre, mais à reconnaître. Ce n'est pas une destination, mais une manière de cheminer. Ce n'est pas un état permanent, mais une ouverture au flux complet de l'expérience humaine. C'est comme si nous regardions constamment l'horizon, cherchant le soleil, sans nous rendre compte que sa lumière nous touche déjà la peau. Le bonheur n'est pas quelque chose à trouver à l'extérieur. C'est une qualité de présence qui existe déjà en nous, attendant d'être reconnue. Nous cherchons dans le monde ce que seul le cœur peut offrir. Cette compréhension contredit presque tout ce que notre culture nous enseigne sur le bonheur. Nous sommes bombardés de messages qui insistent sur le fait que la joie réside dans un nouveau produit, une réussite, une approbation externe, un corps différent, un statut social. Mais Jung a perçu que cette quête externe est en réalité un symptôme, une projection d'un vide intérieur que nous tentons de combler avec des choses qui ne pourront jamais le satisfaire. Et c'est peut-être là le premier pas vers une compréhension plus profonde. Reconnaître que le bonheur n'est pas quelque chose que vous poursuivez ou conquérez. C'est quelque chose que vous permettez d'émerger lorsque vous cessez de vous fuir vous-même. Imaginez une personne qui semble tout avoir, succès professionnel, richesse matérielle, relations apparemment parfaites, mais qui, en fermant la porte de chez elle le soir, ressent un vide inexplicable. Un sentiment que, malgré toutes les réussites, quelque chose d'essentiel lui manque. C'est l'expérience de ceux qui vivent sous le voile illusoire du bonheur extérieur. Le monde moderne nous a entraînés à chercher la satisfaction dans des endroits qui ne pourront jamais véritablement nous combler. Nous achetons, nous conquérons, nous accumulons, et à chaque nouveau cycle,
nous ne ressentons qu'un bref moment de plaisir, bientôt remplacé par le besoin de plus. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Ce n'est jamais suffisant, parce que nous cherchons au mauvais endroit. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la satisfaction d'un désir matériel dure si peu de temps? Pourquoi l'euphorie d'une réussite se dissipe si rapidement? Jung a compris que cela se produit parce que nous confondons les symboles externes de plénitude avec la plénitude elle-même. Nous confondons la carte et le territoire. La belle maison, la nouvelle voiture, la reconnaissance professionnelle, rien de tout cela n'est intrinsèquement problématique. Le problème survient lorsque nous projetons sur eux la capacité de combler un vide qui ne peut être rempli que de l'intérieur vers l'extérieur. Ce que nous cherchons en réalité, ce ne sont pas les objets en soi, mais ce que nous imaginons qu'ils représentent. La sécurité, l'amour, l'appartenance, l'estime de soi. Et ce sont des états internes qu'aucune acquisition externe ne peut garantir de manière permanente. L'une des découvertes les plus profondes de Jung est que la psyché cherche la complétude, non la perfection. Et cette complétude implique d'intégrer toutes les parties de nous-mêmes, y compris celles que nous préférons garder dans l'ombre, loin de la conscience. Ce que nous nions en nous-mêmes détermine notre destin. Le chemin vers une joie authentique passe nécessairement par la rencontre avec notre ombre. Tout ce que nous réprimons, nions ou considérons inacceptable en nous-mêmes. Car nous ne pouvons être véritablement heureux tant que des parties significatives de qui nous sommes restent exilées de notre conscience. Lorsque nous cherchons le bonheur parfait, sans laisser de place à la tristesse, à la colère, à la peur ou à la douleur, nous créons une division artificielle en nous-mêmes. Et cette fragmentation interne est précisément ce qui produit un sentiment d'incomplétude, de quelque chose qui manque, même lorsque toutes les conditions externes semblent idéales. Imaginez quelqu'un qui a grandi en apprenant qu'exprimer la colère est inacceptable. Cette personne développe une persona agréable, conciliante, toujours souriante. Mais sa colère ne disparaît pas, elle est simplement refoulée dans l'ombre, dans l'inconscient. Plus cette personne essaie d'être heureuse et positive, plus cette énergie refoulée trouve des moyens indirects de se manifester, en maladies psychosomatiques, en explosions disproportionnées pour de petites frustrations, en rêves perturbants. Cette personne peut sembler heureuse aux yeux extérieurs, mais intérieurement, elle vit un conflit constant, une guerre civile entre ce qu'elle s'autorise à être et ce qu'elle a refoulé. Et aucune réussite externe ne pourra résoudre ce conflit, seulement le courage d'affronter et d'intégrer ce qui a été nié. Avez-vous déjà remarqué comment des schémas douloureux se répètent dans votre vie, même lorsque vous désirez consciemment quelque chose de différent? Jung a observé que nous ne pouvons transcender ce que nous n'affrontons pas. La véritable joie ne vient pas de la négation des parties difficiles de l'être humain, mais de les embrasser avec conscience et compassion, d'intégrer à la fois la lumière et l'ombre dans une totalité plus complète. Le bonheur authentique inclut la capacité de ressentir toute la gamme des émotions humaines, sans être submergé par elles. Ce n'est pas l'absence de douleur, mais une capacité à être présent avec tout ce qui surgit, aussi bien le plaisant que le douloureux, reconnaissant que les deux font partie de la totalité de l'expérience humaine. Il existe des forces puissantes en nous qui opèrent au-delà de notre conscience, les archétypes, comme Jung les appelait. Ces schémas universels de la psyché humaine peuvent à la fois nous guider vers l'intégrité et bloquer notre chemin vers la véritable joie. L'un des principaux archétypes CE qui nous empêche d'expérimenter le bonheur véritable est la persona, le masque social que nous développons pour nous conformer aux attentes externes. Quand nous nous identifions trop à notre persona, nous perdons le contact avec notre nature authentique, toujours préoccupés par ce que les autres pensent, jamais vraiment détendus dans notre propre peau. Imaginez quelqu'un qui a construit son identité entièrement autour du succès professionnel et de l'image de compétence. Cette personne vit dans une anxiété constante pour maintenir cette image, craignant que toute défaillance ne révèle une prétendue inadéquation fondamentale. Même lorsqu'elle obtient une reconnaissance externe, elle se sent comme une imposteur, car elle sait inconsciemment qu'elle ne présente qu'une facette limitée de qui elle est vraiment. Un autre archétype qui bloque fréquemment notre capacité à ressentir une joie authentique est le critique intérieur, cette voix interne qui juge, compare
et trouve constamment des défauts. Cette figure interne incorpore souvent les normes impossibles et les messages limitants que nous avons intériorisés dès l'enfance. Reconnaissez-vous cette voix dans votre propre expérience? Celle qui murmure que vous n'êtes pas assez, que vous devriez être meilleur, faire plus, être différent. Il y a aussi l'archétype de l'enfant blessé qui porte nos expériences non traitées de vulnérabilité et de douleur. Quand nous ne reconnaissons pas et n'accueillons pas cette partie, nous cherchons inconsciemment des compensations externes pour un vide qui ne peut être rempli qu'avec la conscience et la compassion interne. Et nous ne pouvons pas oublier le perfectionniste, celui qui n'est jamais satisfait, qui pense toujours que le bonheur est juste un peu plus loin, quand nous atteindrons enfin un standard impossible de perfection. Cet archétype nous maintient dans un état constant d'insatisfaction, incapable d'apprécier ce que nous avons déjà, ou qui nous sommes déjà. Jung a également observé le pouvoir de l'archétype du héros, celui qui cherche à surmonter les défis, à vaincre les obstacles et à prouver sa valeur par des réalisations. Cet archétype peut nous inspirer à grandir et à transcender les limitations, mais il peut aussi nous maintenir piégés dans un cycle de lutte sans fin, ne nous permettant jamais de nous reposer dans la simplicité du moment présent où réside souvent la vraie bonheur. Ou considérez l'archétype de la victime, qui voit la vie comme une série d'injustices perpétuelles, trouvant toujours des raisons de souffrir dans le comportement des autres ou dans les circonstances externes. Ce schéma archétypal, lorsqu'il est inconscient, nous vole notre sentiment d'agir et notre capacité à choisir comment répondre aux inévitables difficultés de la vie. Il y a aussi le saboteur interne, cette partie de nous qui semble programmée pour détruire nos chances de bonheur, justement quand nous sommes sur le point de l'expérimenter. Cet archétype apparaît fréquemment lorsque nous nous approchons d'une nouvelle possibilité de joie ou de réalisation, comme si quelque chose en nous craignait le bonheur même que nous désirons consciemment. Nos geôliers les plus sévères sont invisibles et habitent en nous. Jung nous enseigne que la liberté, et donc le vrai bonheur, commence par la reconnaissance de ces schémas archétypaux qui gouvernent notre vie depuis l'inconscient. En les ramenant à la lumière de la conscience, nous diminuons leur pouvoir automatique sur nous et gagnons la capacité de nous y relier de manière plus flexible et consciente. Le chemin vers le bonheur authentique ne consiste pas à éliminer ces archétypes, mais à les reconnaître, à comprendre leurs besoins sous-jacents et à les intégrer dans une totalité plus équilibrée et consciente. Nous sommes des êtres aux multiples facettes, aux contradictions internes, aux complexités et aux paradoxes. La psychologie des profondeurs de Jung nous invite à abandonner les fantasmes infantiles d'un bonheur sans nuance, parfait et permanent, et à embrasser la riche texture de qui nous sommes vraiment. Imaginez quelqu'un qui a consacré toute sa vie à être rationnel, pratique et contrôlé, niant toute expression d'émotion ou de vulnérabilité. Cette personne a peut-être beaucoup accompli en termes de sécurité et de stabilité, mais ressent un vide intérieur inexplicable. Ce qui manque n'est pas une autre conquête externe, mais le courage d'embrasser des parties niées d'elle-même, sa sensibilité, ses émotions, sa capacité à l'intimité authentique. Accepter la complexité intérieure signifie reconnaître que nous sommes des êtres multidimensionnels, que nous pouvons être à la fois forts et vulnérables, à la fois rationnels et intuitifs, à la fois indépendants et ayant besoin de connexion, et que le vrai bonheur émerge non pas en choisissant un côté de ses pairs, mais en embrassant la tension créative entre elles. Avez-vous déjà remarqué comment vous essayez d'éliminer certaines parties de votre expérience, certains traits de personnalité, certaines émotions, dans l'espoir d'être plus heureux? Jung a observé que la négation de notre complexité interne est l'une des principales causes de souffrance psychique. Quand nous essayons de vivre seulement selon notre idéal de qui nous devrions être, nous perdons l'accès à des ressources vitales, à la sagesse et à l'énergie qui résident dans les parties que nous nions. Le bonheur authentique ne vient pas d'être une version simplifiée et filtrée de nous-mêmes. Il vient d'embrasser la totalité de qui nous sommes, avec compassion et curiosité. Il vient de comprendre que nos contradictions ne sont pas des défauts à éliminer, mais des polarités créatives qui, lorsqu'elles sont maintenues en tension consciente, génèrent une vie riche et significative. Quand nous acceptons notre complexité intérieure, nous découvrons que la plénitude a toujours été à notre portée.
Cette acceptation n'est pas une résignation passive, mais un profond acte de courage. C'est la reconnaissance que la vie et nous-mêmes sommes plus complexes et multifacettes que tout idéal simpliste de perfection, et qu'il y a une beauté et une sagesse dans cette complexité qui dépasse de loin l'étroitesse d'un bonheur basé sur la négation et la répression. L'une des contributions les plus profondes de Jung a été sa compréhension que la souffrance n'est pas seulement un obstacle à surmonter, mais potentiellement un portail vers une plus grande conscience et signification. Que nos blessures ne sont pas seulement des limitations, mais aussi des sources potentielles de sagesse et de compassion. Imaginez quelqu'un qui a traversé une perte dévastatrice. Initialement, cette personne peut se sentir complètement brisée par la douleur, incapable d'imaginer comment elle pourrait ressentir à nouveau de la joie. Mais avec le temps, en traitant consciemment cette expérience au lieu de simplement essayer d'y échapper, quelque chose de surprenant commence à se produire. De nouvelles dimensions de sensibilité s'ouvrent, une appréciation plus profonde de ce qui compte vraiment émerge. Une capacité élargie à la connexion humaine authentique se développe. Ce n'est pas que la perte en elle-même soit positive, mais que le cheminement à travers elle, lorsqu'il est abordé avec conscience, peut transformer cette personne de manière qui n'aurait jamais été possible sans ce passage par la vallée sombre. La souffrance, lorsqu'elle est conscientisée et intégrée, peut être un catalyseur pour ce que Jung appelait l'individuation, le processus par lequel nous devenons plus pleinement nous-mêmes, plus intégrés, plus complets. Avez-vous déjà observé comment certaines des expériences les plus difficiles de votre vie vous ont également apporté certains des apprentissages les plus profonds? Jung a découvert que notre système psychique recherche naturellement l'équilibre et l'intégrité. Ainsi, lorsque des aspects de notre expérience sont réprimés ou niés, ils ont tendance à s'exprimer sous d'autres formes, souvent à travers la souffrance, qui sert d'appel à prêter attention à ce qui a été négligé. Nos blessures sont des portails vers notre âme, quand nous les traversons avec conscience. Le bonheur authentique, par conséquent, n'est pas l'absence de souffrance, mais la capacité de s'y rapporter de manière consciente et transformatrice. C'est comprendre que notre cheminement ne se définit pas par les hauts et les bas que nous expérimentons, mais par le sens que nous créons à travers eux. Cela ne signifie pas glorifier la souffrance, ni chercher la douleur comme chemin de croissance. Cela signifie reconnaître que, lorsque la souffrance surgit inévitablement dans nos vies, nous avons le choix de l'utiliser comme catalyseur pour une plus grande conscience, au lieu de simplement essayer de lui échapper à tout prix. L'une des dimensions les moins comprises du bonheur est liée à l'intégration du masculin et du féminin intérieur. Jung a identifié ces principes archétypaux dans chaque psyché humaine, indépendamment du genre biologique, l'animus, principe masculin, et l'anima, principe féminin. Lorsque ces énergies sont déséquilibrées ou déconnectées en nous, nous éprouvons un sentiment d'incomplétude qu'aucune circonstance extérieure ne peut réellement résoudre. Imaginez un homme qui s'identifie exclusivement à des qualités traditionnellement masculines, rationalité, objectivité, action, indépendance, tout en réprimant les qualités associées au féminin, telles que la réceptivité, la connexion émotionnelle, l'intuition et la fluidité. Cet homme peut atteindre un grand succès dans le monde extérieur, mais se sent étrangement vide, incapable de former des connexions émotionnelles profondes, déconnecté de sa propre sensibilité et intuition. Ou considérer une femme qui a nié ses aspects plus assertifs, sa capacité à établir des limites claires et sa force intérieure, s'identifiant uniquement à des qualités réceptives et accueillantes. Elle peut se sentir constamment épuisée, utilisée par les autres, incapable de manifester ses objectifs et sa vision dans le monde. Dans les deux cas, le bonheur plein reste illusoire, peu importe combien de conditions extérieures favorables sont réunies, car une partie essentielle de l'être demeure dans l'ombre, non reconnue et non intégrée. Avez-vous déjà remarqué comment certaines qualités que vous admirez ou enviez chez d'autres personnes peuvent représenter des parties de vous-même que vous ne reconnaissez pas ou n'avez pas développées? Jung a observé que nous projetons fréquemment sur les autres, en particulier sur les partenaires romantiques, des aspects de notre propre animus ou anima que nous ne reconnaissons pas en nous-mêmes. Nous cherchons à l'extérieur ce que nous ne reconnaissons pas à l'intérieur. Et cette projection, bien qu'initialement excitante, finit par devenir une source de dépendance, de déception
et de conflits. Le mariage intérieur précède le mariage extérieur. Sans lui, nous cherchons chez l'autre ce que nous ne pouvons trouver qu'en nous-mêmes. Le véritable bonheur relationnel émerge lorsque nous commençons à recueillir ces projections et à reconnaître à la fois le masculin et le féminin comme des dimensions internes de notre propre psyché. Lorsque nous cultivons une relation consciente avec ces aspects de nous-mêmes, nous devenons plus complets, moins dépendants des autres pour combler nos vides intérieurs. Ce mariage sacré intérieur, comme l'appelait Jung, ne consiste pas à éliminer les différences ou à nier l'importance des relations, mais à devenir des partenaires plus intègres et authentiques, capables de donner comme de recevoir, de parler comme d'écouter, d'agir comme d'être. Quand nous dormons, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le voile entre le conscient et l'inconscient s'amincit, et nous recevons des messages des profondeurs de notre psyché dans le langage symbolique des rêves. Jung a découvert que les rêves ne sont pas de simples résidus de l'activité diurne, mais des communications significatives de l'inconscient, pointant fréquemment vers des aspects de nous-mêmes et de notre vie que nous devons reconnaître pour trouver la plénitude. Imaginez quelqu'un obsédé par le succès matériel et la reconnaissance externe, qui rêve à plusieurs reprises d'une maison abandonnée, contenant des pièces inexplorées, remplies de trésors oubliés. Ce rêve peut communiquer symboliquement que, malgré la focalisation externe de cette personne, il y a des richesses intérieures, des qualités, des talents, des capacités de signification et de joie qui ont été négligées dans sa quête unilatérale de succès extérieur. Ou considérer quelqu'un pris au piège dans une relation qui ne sert plus son âme, mais qui a peur de la quitter. Cette personne peut rêver à plusieurs reprises de la nécessité de fuir un lieu étouffant, ou de nouveaux chemins s'ouvrant, ou d'une figure qui la guide vers des territoires inconnus. Ces rêves peuvent fournir orientation et courage pour une transition nécessaire, pointant vers un bonheur plus authentique au-delà de la peur familière. Avez-vous déjà remarqué comment certains rêves restent vivement dans votre mémoire, comme s'ils voulaient communiquer quelque chose d'important que votre esprit conscient ne reconnaît pas? Jung a observé que l'inconscient communique fréquemment à travers les rêves pour compenser les attitudes unilatérales de la conscience, essayant de restaurer un équilibre psychique plus sain. Lorsque nous ignorons constamment ces communications, nous avons tendance à nous sentir de plus en plus déconnectés de nous-mêmes, vaguement insatisfaits, même lorsque toutes les conditions externes pour le bonheur semblent être réunies. Nos rêves sont des lettres de l'âme adressées à la conscience, nous guidant vers notre intégralité. Prêter attention à cette sagesse onirique n'est pas seulement une curiosité ésotérique, mais une pratique concrète pour cultiver une relation plus profonde avec notre propre psyché. En honorant et en réfléchissant à nos rêves, nous commençons à percevoir des schémas, des thèmes récurrents, des symboles personnels, des figures archétypales qui émergent à plusieurs reprises. Et grâce à cette pratique, nous obtenons des aperçus précieux sur ce qui nourrit réellement notre âme, ainsi que sur ce qui nous maintient piégés dans des schémas qui ne servent pas notre bonheur le plus profond. L'une des découvertes les plus fascinantes et contre-intuitives de Jung fut le phénomène de la synchronicité, des coïncidences significatives qui semblent connecter notre monde interne avec des événements externes de manière acausale, mais profondément significative. Ces moments surgissent souvent comme des balises dans notre parcours, pointant vers une plénitude qui transcende la séparation entre le moi intérieur et le monde extérieur. Imaginez quelqu'un qui contemple un changement de carrière important, se sentant à la fois attiré par la possibilité et terrifié par le risque. Cette personne, marchant pensivement dans un parc, trouve un livre abandonné sur un banc, exactement le livre qui a inspiré sa passion originale pour le domaine qu'elle envisage, ou reçoit un appel inattendu d'un ancien mentor précisément à ce moment critique de décision. Ces événements synchroniques ne prouvent pas quel chemin suivre, mais éveillant fréquemment un sentiment de signification et de connexion plus large, une sensation que, d'une certaine manière, l'univers répond à notre dialogue interne le plus profond. Ou considérer quelqu'un aux prises avec le deuil après une perte significative, se demandant si la vie peut encore avoir un sens. Cette personne peut commencer à remarquer des schémas répétés. Peut-être une certaine espèce d'oiseau apparaît à des moments émotionnellement intenses où des musiques significatives sont jouées par hasard à des moments cruciaux. Ces événements peuvent créer un pont entre le monde interne de la signification
et le monde externe des événements apparemment aléatoires. Avez-vous déjà vécu des coïncidences si significatives qu'elles semblèrent presque impossibles à expliquer comme de simples hasards? Jung ne percevait pas la synchronicité comme quelque chose de surnaturel, mais comme une manifestation du principe d'unus mundus, l'idée qu'à un niveau profond, la psyché et la matière émergent d'une même source. Ces moments synchroniques surgissent fréquemment en période de transformation, lorsque nous sommes au seuil entre un ancien mode d'être et un nouveau. Quand notre âme est alignée avec son but, le plus profond, l'univers semble conspirer en notre faveur. Prêter attention à ces moments ne signifie pas abandonner la pensée critique, mais élargir notre sensibilité pour inclure des dimensions de signification qui vont au-delà de la causalité linéaire. Les événements synchroniques apportent souvent avec eux un sentiment de justesse, une confirmation viscérale que nous sommes sur le bon chemin, même si ce chemin n'est pas celui que notre esprit conscient avait planifié. Le vrai bonheur dans cette perspective n'est pas seulement un état interne isolé, mais le sentiment d'être en flux significatif avec la vie plus vaste qui nous entoure, participant consciemment à un univers qui, d'une manière mystérieuse, répond à notre quête de sens et de plénitude. L'une des contributions les plus profondes de Jung fut sa compréhension du processus d'individuation, le chemin par lequel nous devenons progressivement plus conscients, plus intégrés et plus authentiquement nous-mêmes. Ce processus n'est pas une ligne droite vers un idéal fixe, mais une spirale qui nous mène à confronter de manière répétée des aspects méconnus de nous-mêmes, à les intégrer et à émerger avec une plus grande complétude. Imaginez quelqu'un qui s'est toujours identifié comme une personne rationnelle, contrôlée et pratique. À un certain moment de sa vie, cette personne commence à rêver de manière récurrente d'eau profonde, de créatures sauvages, de tempêtes émotionnelles. Ces structures soigneusement construites commencent à trembler. Ce qui semblait juste auparavant paraît maintenant vide de sens. C'est l'appel à l'aventure du héros intérieur, l'invitation à quitter la zone de confort de l'identité familière et à explorer les territoires inconnus de la psyché. C'est une invitation qui, initialement, apparaît presque toujours plus comme une menace que comme une promesse de bonheur. Cependant, Jung a observé que si nous acceptons cet appel au lieu de lui résister, nous traversons une transformation profonde. Nous ne devenons pas la négation de ce que nous étions auparavant, mais une version plus vaste, capable d'englober à la fois le connu et l'anciennement inconnu, le lumineux et l'obscur. Avez-vous déjà senti que vous étiez appelé à une version plus complète de vous-même, même lorsque cet appel se présente initialement sous forme de crise ou de malaise? L'individuation n'est pas un processus que nous réalisons seuls par la force de la volonté. C'est un mouvement naturel de la psyché vers la complétude que nous pouvons faciliter par la conscience, mais qui fondamentalement nous guide au lieu d'être guidé par nous. Le héros n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève continuellement, transformé. Le vrai bonheur, dans la perspective jungienne, est intrinsèquement lié à ce processus de devenir progressivement plus soi-même. Non pas la version idéale, parfaite ou socialement acceptable de soi-même, mais l'être complexe, contradictoire, imparfait et merveilleusement unique que vous êtes dans votre essence. Ce bonheur n'est pas un état final à atteindre, mais une qualité qui émerge naturellement lorsque nous sommes alignés avec notre chemin d'individuation, lorsque nous ne fuyons ni les ombres, ni ne nous identifions totalement à elles, mais les intégrons dans une conscience plus vaste. Au centre de la psychologie jungienne se trouve le concept du soi, non pas l'ego conscient auquel nous nous identifions habituellement, mais un centre organisateur plus profond de la totalité psychique qui englobe à la fois le conscient et l'inconscient. Jung percevait le soi comme la source de la vraie joie, une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui émerge d'un sentiment d'alignement avec notre être le plus profond. Imaginez quelqu'un qui a passé sa vie entière à chercher la validation externe, succès, reconnaissance, admiration, seulement pour découvrir que ses accomplissements, bien que momentanément satisfaisants, n'ont jamais comblé un vide fondamental. Ce vide n'est pas un défaut ou une carence, mais l'appel du soi à une relation plus consciente avec notre propre profondeur. Lorsque nous commençons à diriger notre attention vers l'intérieur, non pas de manière narcissique, mais avec une curiosité et une ouverture authentique, quelque chose de surprenant se produit.
nous découvrons que le soi contient déjà tout ce que nous projetons dans le monde extérieur comme objet de désir, sécurité, sagesse, créativité, amour, but. Non pas que les manifestations externes de ces qualités ne soient pas importantes, mais que leur capacité à nous satisfaire dépend de notre reconnaissance de leur source intérieure. Avez-vous déjà expérimenté des moments de plénitude et de clarté inattendus qui semblèrent venir d'une source plus profonde que vos pensées habituelles? Jung a observé que le soi communique fréquemment à travers des symboles de totalité. Le cercle, la mandala, la pierre précieuse, l'enfant divin, le sage intérieur. Ces symboles émergent spontanément dans les rêves, les fantasmes et les expressions artistiques, surtout lors de moments de transition et de transformation, signalant la présence et l'orientation de cette intelligence plus profonde. Imaginez quelqu'un qui, après des années de quête externe, commence à méditer régulièrement. Initialement, la pratique semble n'être qu'un exercice de concentration, mais avec le temps, des moments de silence intérieur révèlent une présence plus vaste, un sentiment d'être chez soi à l'intérieur de soi-même. Cette personne commence à rêver de mandalas, de jardins circulaires, d'un joyau enfoui qui est finalement découvert. Dans la vie quotidienne, le soi se manifeste dans les moments où nous nous sentons véritablement présents, lorsqu'une activité nous absorbe si complètement que le temps semble disparaître, lorsque nous expérimentons un sentiment de connexion qui transcende notre isolement habituel. Ce sont des moments fugaces pour la plupart d'entre nous, mais ils indiquent une possibilité plus continue de vivre à partir de ce centre. La connexion avec le soi n'exige pas d'abandonner notre vie normale ou de nous retirer du monde. En fait, Jung insistait sur le fait que le véritable processus d'individuation ne nous éloigne pas du monde, mais nous mène à une relation plus authentique et créative avec lui. Le soi n'est pas séparé de la vie ordinaire. C'est la source la plus profonde de la vie elle-même qui coule à travers nous. Ce que nous cherchons en mille endroits est assis silencieusement au centre de notre être. Le centre n'est pas ailleurs, il n'a pas besoin d'être créé ou atteint, seulement reconnu. Et chaque fois que nous tournons notre attention vers lui, nous renforçons notre capacité à habiter cet espace de plénitude, même au milieu des défis et des complexités de la vie quotidienne. Le trésor que vous cherchez est déjà à l'intérieur de la caverne que vous craignez d'explorer. La vraie joie dans cette perspective est moins une émotion qu'une reconnaissance du fait que nous sommes plus vastes, plus profonds et plus connectés que ce que notre identité consciente perçoit habituellement. C'est l'expérience de savoir non seulement intellectuellement mais viscéralement que nous appartenons à un tout plus grand et que notre chemin individuel avec toutes ses luttes et ses triomphes a un sens dans ce contexte plus large. Nous arrivons maintenant au moment d'unir les fils de ce chemin, de révéler le secret du bonheur que nous avons promis au début. Et peut-être l'avez-vous déjà pressenti. Le vrai bonheur n'est pas quelque chose que nous atteignons lorsque toutes les conditions sont parfaites, mais une qualité de présence consciente qui émerge lorsque nous nous ouvrons à la totalité de ce que nous sommes. Le bonheur que nous cherchons à l'extérieur, dans les accomplissements, les possessions, la reconnaissance, n'est qu'un reflet lointain de la plénitude qui existe déjà en nous, attendant d'être reconnu. Ce n'est pas quelque chose à poursuivre, mais quelque chose à permettre. Souvenez-vous de la personne qui courait d'objectif en objectif, reportant toujours la joie à un moment futur qui n'arrivait jamais pleinement. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que chaque accomplissement n'apportait qu'une satisfaction temporaire, car ce qu'elle cherchait vraiment n'était pas l'objet externe, mais la connexion intérieure qu'elle avait perdue. Le paradoxe que Jung a découvert et que nous révélons maintenant est que nous cessons de courir après le bonheur comme un but et commençons à lui permettre d'émerger naturellement lorsque nous embrassons notre totalité, ombre et lumière, force et vulnérabilité, joie et tristesse. Nous reconnaissons nos archétypes intérieurs et apprenons à nous y relier consciemment, au lieu d'être inconsciemment contrôlés par eux. Nous intégrons notre masculin et notre féminin intérieur dans un mariage sacré intérieur. Nous prêtons attention à la sagesse de nos rêves et aux synchronicités qui nous révèlent un sens plus profond. Nous nous engageons courageusement dans le chemin de l'individuation, devenant progressivement plus nous-mêmes, et nous nous ouvrons au soi, le centre de la totalité psychique qui est la véritable source de la joie authentique.
Quand nous cessons de poursuivre le bonheur comme un objet et que nous lui permettons d'émerger comme une expression de notre totalité, nous découvrons qu'il a toujours été présent, non pas comme une émotion permanente, non pas comme une absence de défi ou de souffrance, mais comme une qualité de présence consciente capable d'embrasser toute la palette de l'expérience humaine. Le vrai bonheur, par conséquent, n'est pas une destination, mais une manière de marcher, une manière qui honore aussi bien la lumière que l'ombre, aussi bien le connu que le mystère, aussi bien l'individualité que le lien. Et peut-être le plus surprenant de tout, quand nous cessons de faire du bonheur notre but et que nous nous ouvrons au cheminement complet de la vie avec conscience et présence, nous découvrons que la joie que nous recherchions a toujours été là. Non pas comme un état permanent, mais comme une capacité innée à trouver du sens et de la beauté même dans les moments les plus difficiles. Telle est la sagesse que Jung nous offre, non pas une formule simpliste pour un état idéalisé de perfection, mais une invitation à une vie vécue en pleine conscience. Une vie où le bonheur n'est pas seulement une émotion fugace, mais une capacité constante d'être présent à tout ce qui